discrédit pour le camp occidental sur la question ukrainienne. Vladimir Poutine, prétendument aux prises d'un ou deux ou trois cancers et d'autres dégénérescences médicales, reçoit pour 3 jours son homologue chinois Xi Jinping. Le président de l'Empire du Milieu s'impose depuis quelques semaines sur la question ukrainienne en guise d'arbitre après avoir proposé un plan de paix le 23 février dernier, au lendemain d'une visite du chef de la diplomatie chinoise Wang Yi à Moscou. Une initiative qui détonne sur une scène internationale rythmée par les exhortations à envoyer toujours plus d'armes à Kiev, faisant totalement l'impasse sur la sortie de crise. C'est donc une véritable révolution pour la Chine de se placer en interlocuteur. Sans surprise, les médias, sans doute sous l'impulsion américaine, présentent désormais la Chine comme pro-russe pour justifier son action. Quoi qu'il en soit, la rencontre entre Poutine et Xi Jinping vient considérablement amoindrir le discours sur l'isolement du président russe sur la scène internationale. À plus forte raison que le rendez-vous intervient juste après l'émission d'un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine par la Cour pénale internationale. Une décision assez risible qui a toutefois ravi Volodymyr Zelensky, lequel a qualifié l'annonce d'historique. Toutefois, bien que le sémillant Joe Robinette Biden se soit félicité de cette décision qu'il juge justifiée, il faut rappeler que les États-Unis ne reconnaissent pas les compétences de la CPI, à l'instar de la Russie. En réalité, sur les 193 pays de l'ONU, 32 États n'ont effectivement pas reconnu la CPI et se sont contentés d'accepter le statut de Rome. Du côté de la Chine, on ne reconnaît ni l'un ni l'autre, ce qui simplifie les choses. Ce mandat d'arrêt international a été délivré pour le crime de guerre de déportation d'enfants, rien que ça. En réalité, tout porte à croire que la Russie a effectivement organisé l'évacuation de plusieurs zones avant de lancer des opérations militaires. Il est vrai que Kiev préfère pour sa part s'appuyer sur les populations civiles lors des combats. Il faut également rappeler que la plus grande diaspora d'Ukrainiens ayant fui la guerre s'est réfugiée en Russie. À cette supercherie, ajoutons que le juge à la tête de la Cour pénale internationale est polonais, une nation hostile au président russe, et cela encore plus depuis quelques années. Le mandat d'arrêt contre Poutine est également arrivé à un moment cocasse puisque nous fêtons ce 20 mars les 20 ans de l'intervention américaine en Irak. Une intervention qui a fait des centaines de milliers de personnes civiles pour des raisons totalement fallacieuses, malgré les propos de Madeleine Albright, secrétaire d'État américain de 1997 à 2001, qui considérait qu'elles en valaient la peine. Étonnant, la Cour pénale internationale n'a pourtant jamais émis de mandat d'arrêt contre George Bush et aucun membre de la classe dirigeante n'a laissé entendre qu'il pourrait être accusé de crimes de guerre, malgré la technique éculée du carpet bombing, le tapis de bombe, sur les villes irakiennes, alors même que l'intervention a été décidée après des déclarations mensongères de Colin Powell et sa fiole magique. Une belle démonstration du double standard en vigueur depuis un certain temps. Dans ce cadre, la Chine fait encore office de voix de la raison en invitant la Cour pénale internationale à éviter la politisation et la politique du 2 poids 2 mesures, ainsi qu'à renouer avec une position objective et impartiale. Pékin rappelle également la nécessité de respecter l'immunité des chefs d'État en vertu du droit international. Des déclarations humiliantes pour les Occidentaux qui s'adonnent donc à un spectacle assez éloigné des enjeux véritables sur la scène internationale. Du côté de Vladimir Poutine, on ne craint visiblement pas d'être arrêté. Dimanche, le président russe s'est offert un voyage à Marioupol, une ville de l'Est ukrainien particulièrement symbolique, puisque les affrontements se sont soldés par une lourde défaite du camp ukrainien et plus particulièrement du régiment Azov, avec de très nombreux prisonniers. Vladimir Poutine, à qui les Occidentaux reprochent de fuir les théâtres de guerre, contrairement à Zelensky, toujours partant pour des vidéos sur le terrain, s'est donc déplacé jusqu'à cette ville ukrainienne sous contrôle russe, un camouflet qui n'aura échappé à personne, à plus forte raison que les images réalisées par le camp russe sur place montraient systématiquement des civils enchantés de voir le président. La séquence aura donc marqué un sérieux coup d'arrêt au camp occidental qui devient spectateur d'une large partie de la géopolitique mondiale face à une Chine de plus en plus centrale, laquelle a déjà organisé le rapprochement entre Téhéran et Riyad la semaine dernière.
Monsieur le Président, chers collègues, chers amis, le programme de la visite officielle du président chinois Xi Jinping en Fédération de Russie est très dense. Hier soir, nous avons discuté en détail de l'ensemble des questions qui se posent à l'ordre du jour des relations bilatérales et nous sommes intéressés aux problèmes régionaux et mondiaux. Lors des discussions qui viennent de s'achever en comité restreint, nous avons procédé à un échange de vues complet sur l'évolution future des relations entre la Russie et la Chine et le renforcement de la coordination sur ce plan. Et maintenant, en présence des délégations, nous allons examiner l'ensemble de notre coopération dans différents domaines. Je rappelle qu'en décembre de l'année dernière, lors des négociations par visioconférence, nous avions pensé à de nouveaux repères en matière de coopération, non seulement sur le plan quantitatif, mais aussi sur le plan qualitatif. Et le résultat de cet accord est la préparation des documents essentiels qui résumeront l'ensemble des discussions d'aujourd'hui. Et c'est notamment le partenariat global et la coopération stratégique à l'entrée d'une nouvelle ère, mais aussi la déclaration commune sur la mise au jour des orientations majeures de la coopération entre la Russie et la Chine à l'horizon 2030. Ces deux documents donnent pour nos deux gouvernements des orientations pour les perspectives. Il établit des objectifs de réalisation sur les objectifs que nous nous fixons en matière de développement national pour les deux pays. Et le rôle de cet objectif important est de mettre en place un mécanisme de discussion et de contact régulier entre les deux présidents des pays pour pouvoir travailler sur l'ensemble des domaines de coopération. Et après l'année difficile de la pandémie, le volume de nos échanges a été de 185 milliards de dollars. Je suis convaincu que nous parviendrons à l'objectif de 200 milliards et c'est l'objectif que nous nous sommes fixés avec nos amis récemment, il y a plusieurs années, mais je pense que nous dépasserons même ce niveau. Et puisque j'ai dit que déjà cette année, nous avons eu une augmentation de 30% du volume de ces échanges, je suis convaincu qu'il y a un potentiel pour nos économies qui peut être développé ici, notamment au sein de la communauté des États, la communauté économique eurasiatique. Et dans différents domaines, nous avons 28 grands projets importants dans différents secteurs qui représentent l'équivalent de 165 milliards de dollars. Il y a aussi cette coopération sur le plan énergétique, dans la mesure où la Russie est un fournisseur stratégique pour la Chine de pétrole, de gaz, notamment de gaz liquéfié, et aussi de charbon. Donc les entreprises russes sont tout à fait capables de satisfaire les besoins chinois en matière énergétique, notamment des documents en ce sens sont en cours de validation et le volume total de gaz pour cette année sera de l'ordre de 98 milliards de mètres cubes avec à peu près 100 milliards de mètres cubes de gaz liquéfié. Nous avons justement parlé de l'itinéraire du gazoduc qui va passer par la Mongolie jusqu'à la Chine, avec 50 milliards de mètres cubes de circulation par an. Tout cela montre que nous utilisons aussi les devises nationales et j'invite à encourager cette pratique. Et en présence de nos structures financières et bancaires, nous pouvons travailler justement à l'accélération de ce processus. Je dis que déjà 2/3 de nos échanges sont réglés en roubles et en yuan.
nous pouvons utiliser le yuan chinois pour le règlement des échanges entre nos deux pays, mais aussi avec nos partenaires asiatiques, africains et en Amérique latine. Et je pense que les partenaires de la Russie et d'autres pays pourront aussi utiliser ce système de règlement en yuan. Donc nous avons ici une bonne coopération dans le domaine de la construction aéronautique, automobile, et nous invitons à encourager les entreprises chinoises à remplacer les entreprises européennes qui lancé leur place sur le marché russe. On a une augmentation de 40% des investissements chinois et cela représente 7 milliards de dollars. Et pour les deux pays, le cours du dollar est à peu près équivalent. Nos ministres travaillent à améliorer la coordination au niveau des standards de qualité entre les deux pays et ceci permet de compter sur une augmentation des exportations agroalimentaires en Chine et cela permet de satisfaire les besoins de sécurité alimentaire pour nos deux pays. Ce développement durable permet aussi d'assurer notre souveraineté informatique et technologique et on peut travailler au perfectionnement du partenariat sur ce plan. Nous avons un potentiel scientifique et industriel qui est grand et ainsi la Russie et la Chine peuvent être leaders en matière de haute technologie, d'intelligence artificielle. Cette diversification est importante, notamment dans le domaine des investissements, mais aussi de renforcement de coopération régionale, puisque la Chine est devenue le partenaire privilégié de la Russie pour le développement des territoires de l'extrême-orient russe et aussi autour du port Vladivostok, puisque les investisseurs chinois réalisent 52 projets à Vladivostok pour un montant de 10 milliards de dollars. Nous avons ici 360 partenariats qui ont été établis au niveau des municipalités. Et 59 entités de la Fédération de Russie sont liées à des régions de la République populaire de Chine et 100 entités municipales ont des partenariats en Chine également. La chaîne de l'infrastructure logistique se perfectionne aussi, et notamment sur le plan routier. Et là, il est important pour nous d'améliorer la question des itinéraires routiers et ferroviaires entre nos deux pays, notamment sur le territoire de la Fédération de Russie, face à l'augmentation du trafic routier et ferroviaire. Au mois de juin, nous avons lancé le pont entre Blagovechtchensk et Hyé-Hyé et le lancement de cet itinéraire permet de réduire les itinéraires et les dépenses de transport routier, d'étendre la géographie des échanges commerciaux et d'augmenter la capacité de transit. Cette coopération avec nos partenaires chinois au niveau des transports se fait aussi sur la ligne maritime du Grand Nord. Cela fait partie de l'orientation de développement du Grand Nord. Il y a des contacts qui sont établis au niveau scientifique, culturel et de l'enseignement. Et nous avions 6500 étudiants russes qui faisaient leurs études en Chine. 10% d'entre eux étaient sur place et le reste en enseignement à distance. Avec la levée des restrictions anti-Covid, nous espérons avoir une augmentation des échanges estudiantins.
au cours des années croisées de la culture physique et du sport, nous avons plus de 100 rencontres qui sont organisées et ces relations dans les conditions difficiles aujourd'hui, quand le mouvement sont importantes, surtout sur fond de politisation du mouvement olympique dans le monde et qui se servent des institutions sportives pour exercer des pressions sur la Russie. Nous poursuivons le travail de mise en place d'associations russo-chinoises dans le cadre de la coopération au sein de l'organisation de coopération de Shanghai. J'espère que cette coopération continuera à être développée pour le bien des peuples de nos deux pays. Et maintenant, j'ai le plaisir de céder la parole à mon invité et ami, le président de la République populaire de Chine. Monsieur le Président Poutine, je tiens à remercier encore une fois vous personnellement de l'invitation à visiter la Russie. Grâce aux efforts communs, les relations russes-chinoises démontrent un dynamisme stable de développement entre nos États. Nous sommes en train d'approfondir la confiance mutuelle, renforçons la confiance avec le rapprochement des peuples et nous développons la coopération dans le domaine énergétique, économique, culturel, aussi entre différentes régions. Hier, au cours de notre rencontre officieuse et au cours des négociations avec le Premier ministre Mishustin et en comité restreint, nous avons échangé en détail nos opinions sur les questions de coopération que nous sommes en train d'élargir pour couvrir différents domaines. Et nous avons atteint des résultats significatifs dans notre coopération du passé. Nous sommes en train de développer la coopération, ce que M. le Président Poutine vient de mentionner. Chine va célébrer cette année l'anniversaire du Parti communiste chinois. Nous allons mettre la priorité sur le développement multilatéral pour promouvoir la modernisation chinoise dans tous les domaines. Je sais que la Russie met en œuvre des objectifs de développement durable d'ici 2030 et j'invite à renforcer la coordination pour atteindre des résultats supplémentaires dans notre coopération pratique. Votre Excellence, Monsieur le Président, je suis prêt, en commun avec vous, à marquer et souligner le plan de coopération aux intérêts de prospérité et de renaissance de la Chine et de la Russie. En ce